Quand a-t-elle pris sa décision? Si on l'interrogeait, elle répondrait probablement hier en fin de journée. Et puis il faudrait qu'elle s'explique, qu'elle en dise davantage. On ne décide pas de se tuer comme ça, ou bien si on le décide sur un coup de tête, on le fait aussitôt. On se précipite dans la rue, on se jette sous la première voiture, où on allume le gaz et on respire à plein poumon. Ou bien on s'ouvre les veines dans un bain bien chaud et on attend. On endure la brûlure au poignet et on attend que la mort survienne. Ou encore on avale un tube de médicaments, plusieurs tubes, n'importe lesquels, se stocker dans l'armoire de toilette, on avale les comprimés à pleine bouche et on s'endort lourdement. On plonge dans un coma dont on ne revient pas. Le point de départ de ce roman, qui se passe à Los Angeles, donc qui de ce point de vue n'a pas grand-chose d'italien, c'est paradoxalement deux artistes italiens. Le premier d'entre eux, c'est un écrivain, c'est Cesare Pavese, dont on se souvient qu'il s'est suicidé dans une chambre d'hôtel à Turin en 1950, en disant « la mort viendra alors à tes yeux ». Et Cesare Pavese, 12 ans avant de se donner la mort, en 1938, écrit dans son journal une phrase qui, moi, m'a beaucoup marqué et qui est « Une bonne raison de se tuer ne manque jamais à personne ». Et cette phrase, voilà, elle me hante et me poursuit depuis déjà quelque temps et m'a conduit à m'interroger, comme beaucoup d'autres, sur les raisons qui peuvent conduire quelqu'un au suicide et sur le fait qu'effectivement, peut-être chacun d'entre nous, à un moment, peut être candidat au suicide, candidat à la mort voulue. L'autre artiste italien qui est à l'origine de ce roman, c'est Ettore Scola, puisque Ettore Scola réalise à la fin des années 70 un film qui s'appelle Une journée particulière avec Mastroianni et Sophia Loren. Et dans ce film, on voit deux êtres solitaires qui sont à l'écart du mouvement du monde, qui se tiennent à l'écart de l'actualité, puisque ça se passe au moment où Hitler vient rendre visite à Mussolini à Rome, et Sophia Loren et Marcello Mastroianni restent, eux, à l'écart. Et ça aussi, ça m'avait marqué, je me suis dit, ça m'intéresse de raconter l'histoire de deux personnes qui se tiendraient comme ça à l'abri du mouvement, du monde et de l'actualité. Laura et Samuel restent tous les deux comme ça, sans plus rien se dire, assis côte à côte sur leur banc, étrangers l'un à l'autre et cependant reliés par un fil invisible. Ils s'en retournent à la contemplation de l'océan, à sa certitude rassurante, tentant de localiser un point à la surface des eaux sombres, un miroitement. Ils ne bougent plus le temps que dure la traversée et au fond, c'est ainsi qu'ils se ressemblent le mieux, dans la détresse incommunicable, dans un mutisme qui les condamne. Alors voilà, on est à Los Angeles, le 4 novembre 2008. Laura Parker et Samuel Jones ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Elle vit dans West Hollywood, donc au cœur de Los Angeles. Lui, il vit dans une banlieue balnéaire sur le bord du Pacifique, à Newport Beach. Et l'un et l'autre, ce jour-là, ne s'intéressent pas à ce qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire la possible élection de Barack Obama, puisqu'encore une fois, nous sommes le 4 novembre 2008. Ils ne s'intéressent pas du tout à ce duel entre Obama et McCain et à la victoire possible d'un Afro-Américain à la Maison-Blanche, parce qu'ils ont l'un et l'autre quelque chose d'assez curieux et personnel à faire. Elle, Laura Parker, elle se lève ce jour-là en se disant « ce soir, je serai morte ». Elle se lève en se disant « ce soir, je me tuerai ». Et lui, Samuel Jones, quand il se lève ce matin-là, dans sa maison de Newport Beach, il se souvient qu'il a quelque chose à faire dans l'après-midi. Et ce qu'il a à faire, c'est assister aux obsèques de son fils de 17 ans, Paul, qui s'est pendu 5 jours plus tôt. Quelqu'un a dit « Pourquoi se pendre ?» Un autre a répondu « Parce que c'est rapide et que tu es sûr de ne pas te rater. » Samuel pense à l'officier qui a été désigné pour décrocher le corps suspendu de son fils. Car d'abord, il y a dû avoir les formalités d'usage, les photos, les prises d'empreintes peut-être, les premiers conciliabules, l'ambulancier qui apporte le chariot. Ensuite, un médecin appelé en urgence a dû constater le décès, mais entre ces deux séquences, il a bien fallu décrocher le corps. Qui s'en est chargé? 2 hommes, probablement. Le premier a dû se munir d'une scie, d'un sécateur, d'un couteau, de quoi, et a sectionné la corde. Le second a réceptionné le corps, s'en est emparé, l'a enlacé, puis déposé sur le brancard. C'est à cet homme-là que Samuel pense, le dernier homme qui a tenu son fils entre ses bras. J'espère donc que j'aurai été fidèle
à la phrase de Pavese et surtout fidèle à la résignation qui avait été la sienne ce jour-là ou ce soir-là dans l'hôtel à Turin quand il avait pris les somnifères en disant « Allez, un peu de courage, de pauvres femmes l'ont fait, je devrais bien y arriver ».